Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Nous avons aujourd'hui décidé de lever le voile sur un sujet tabou, les troubles de la sexualité. Si 68% des Français déclarent être épanouis avec leur partenaire, 500 000 personnes consultent chaque année un sexologue. Panne, impuissance, absence de désir, autant de troubles de la sexualité qui poussent certains à mettre leur vie intime entre parenthèses. C'est le cas de nos invités aujourd'hui. Leur couple est mis à rude épreuve. Ils vont nous parler à cœur ouvert et le sexologue Sylvain Mimoun leur apportera son éclairage tout au long de cette émission. Et puis dans notre deuxième partie, Geneviève et Guy nous donneront de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Mais commençons d'abord avec notre première partie, mon intimité entre parenthèses. Et nous allons saluer Sylvain. Bonjour Sylvain. En quoi êtes-vous concerné, Sylvain, par le thème de notre émission ? Je suis en couple depuis 9 mois et j'ai eu un début de relation normale et maintenant plus de libido, du moins. J'y arrive plus. Depuis 2 mois, plus rien, donc voilà, je suis là pour... Et c'est vous qui n'y arrivez plus ? Oui, alors c'est plutôt par un manque de... La machine fonctionne, mais c'est psychologique. Manque de désir ? Manque de désir, oui, beaucoup de manque de désir, ouais, c'est vrai. En tout cas, je tiens à saluer votre courage à tous. C'est pas évident de venir parler d'un sujet aussi intime sur un plateau de télévision. On va essayer de mieux comprendre votre histoire et on va remonter une quinzaine d'années en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes passé à l'acte ? Oui, je m'en souviens bien. Ça vous fait rire, c'était drôle apparemment ? Pas vraiment, mais... Drôle ou gênant ? Dans la réalité, c'était plutôt gênant. Vous aviez quel âge ? Alors, j'avais 17 ans. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était expérimenté. Et moi, j'avais ce côté fleur bleue, romantique, quelque chose de joli, quoi. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Ça a été violent. Ça manquait de tendresse ? Il n'y en a pas eu, en fait. Pas du tout, même. Ni tendresse, ni sentiment. Donc, c'est pas un bon souvenir ? Pas vraiment. C'est pour ça que j'en ris. Ça vous a un peu dégoûté ? Carrément, ouais. Carrément dégoûté ? Ouais. Pas envie de recommencer rapidement ? Non, parce que ça a été violent et je voyais ça si joli, en fait. Alors, quelques années plus tard, vous avez rencontré une jeune femme avec laquelle vous avez eu une aventure. À quoi ressemblait votre intimité à tous les deux ? Donc, en gros, on se voyait 3 fois par semaine. Et sur 3 jours, on faisait ça 20 fois, quoi. C'était vous qui étiez demandeur ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. C'était elle. Elle était vraiment très demandeuse. Et dans un premier temps, c'était plutôt amusant. Ça me plaisait même. Parce qu'il y a eu des lieux insolites, des situations insolites. Mais vite, ça m'a plu. Voilà. Donc le dégoût est revenu. Ouais, le dégoût. Ouais. C'était un dégoût. Ouais. L'impression d'être un objet. Ouais, vraiment l'objet sexuel. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous avez dialogué avec cette femme ? On a essayé d'en parler, ouais. On en a même parlé. Mais elle me rétorquait que la plupart des hommes seraient heureux dans ma situation, quoi. Et moi, j'étais plutôt en demande de lui dire, mais moi, je veux de la tendresse, des câlins. Mais vous étiez amoureux d'elle ? Ouais. Et elle de vous ? Sûrement. Sûrement. Donc vous avez finalement fini par vous séparer. Donc là, vous étiez dans quel état d'esprit après cet échec, à nouveau ? Bien seul. J'étais bien. Vous étiez bien seul ? Bien seul. 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 Bien célibataire, j'étais bien. Vous êtes resté longtemps seul ? 2 ans. Un peu plus de 2 ans même. 2 ans sans aventure ? Si, alors, j'ai eu quelques relations. Mais sur des plans d'un soir, en fait. Voilà. Mais très peu, quoi. J'étais bien seul, tranquille. Bon.
Jusqu'au jour où vous avez fait une belle rencontre. Super Qui avez-vous rencontré? Isabelle. Alors, notre histoire est un peu fabuleuse quand même parce que j'étais dans une situation très compliquée. Et par un réseau social. Un réseau social, merci. Pourquoi une situation compliquée? Je me suis retrouvé SDF. Je travaillais, mais je dormais dans ma voiture. Et par rapport à ce réseau social, j'ai mis un mot comme quoi je recherchais un hébergement d'appoint pour que je puisse me retourner. Il y a eu une invasion de solidarité des gens, que je remercie aujourd'hui. Et Isa m'a proposé de boire un café. Et je suis allé boire le café, j'en suis jamais reparti. Voilà. Parce que feeling. Super. On avait déjà pas mal discuté pendant cette période. Et quand on s'est rencontrés, ouais, une rencontre magique. On s'est compris tout de suite. Elle dans sa situation, elle dans la mienne. Et, Elle était célibataire? Oui. Donc elle vous a hébergé? Oui, elle m'a hébergé et moi je continue à travailler, donc on a pris une vie de couple dès le deuxième jour, quoi. Voilà. Donc hébergement et plus avec affinité. Ouais, et plus. Alors oui. Donc ça s'est bien passé? Oui, donc on a eu un début de relation normal. C'est quoi de normal? Normal pour moi, c'est on a commencé à faire l'amour quelques fois. Avec tendresse? Oui. Mais là, je suis vite revenu en mes travers. J'étais plus bien. Et du coup, on est tombé dans... Je lui ai expliqué mes histoires passées. C'est quoi vos travers? C'est-à-dire qu'à nouveau, vous avez été dégoûté? Ouais. Mais elle était, elle aussi, très demandeuse? Non. Elle était... on était dans une relation normale. Donc ce que vous recherchiez, de la tendresse? Alors dans notre couple, la tendresse, on n'est pas très démonstratif. On communique énormément, on parle beaucoup, mais sur la tendresse, on a quelques petits manques quand même. Alors vous dites on, c'est-à-dire elle et vous? Et moi, bien sûr. Vous aussi? Ouais. Est-ce que vous lui en avez parlé tous les deux? Parce que finalement, apparemment, c'est encore ça qui manquait pour vous ou pas? On en a parlé tout de suite, ouais. Parce qu'au bout de quelques fois, elle a senti que moi, je voulais plus. Donc elle m'a dit il y a un problème, donc je lui ai dit oui, le problème c'est sûrement moi. Et donc je lui ai expliqué mon histoire passée. Mais elle vous plaît physiquement? Oui. Je suis grave amoureux d'elle, il n'y a pas de souci. Très amoureux d'elle? Ouais. Et on va se marier, donc... Ah oui. Donc vous êtes ensemble depuis combien de temps? 9 mois. Combien de relations intimes vous avez eues depuis le début? Moins de 10 fois. Moins de 10 fois. Ouais. D'accord. Et là, ça fait 2 mois d'abstinence. Et elle est en demande? Elle est en demande forcément, oui, bien sûr. Ouais. Elle est en demande et c'est là où le bas blesse, c'est que je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Voilà. Physiquement, ça va, mais j'ai un manque de libido. Et vous êtes sûr que vous êtes attiré par les femmes? Oui. Non, c'est pas ça le problème. Je pense pas. Et quand vous réfléchissez, vous arrivez à identifier d'où viendrait votre problème ou pas du tout? Peut-être de ma première fois, peut-être de mon expérience. Alors, on va saluer Sylvain Mimoun, notre spécialiste de la sexualité. Comment réagissez-vous à l'histoire de Sylvain? Bon, c'est une histoire poignante dans laquelle il ne faut pas rester comme ça. Sa difficulté, c'est qu'il n'a pas envie. Le problème, ce n'est pas entre lui et elle, c'est entre lui et lui. Et c'est ça qu'il faut pouvoir l'aider à résoudre. Malheureusement, dès qu'on va dans la psychologie des profondeurs, ça ne se fait pas en claquant du doigt, quoi. Il faut un peu de temps pour que les choses se déroulent. Quand je reçois des couples qui sont dans cette situation-là, c'est important qu'elle comprenne que ce n'est pas contre elle qu'il n'a pas envie. Ça peut la rassurer au départ, parce que la plupart du temps, dans un couple, quand un homme n'a pas envie de faire l'amour avec sa compagne, elle pense qu'elle ne lui fait pas envie, et que c'est pour ça qu'il ne le fait pas. Voire même s'il n'a pas d'érection, elle considère que s'il n'a pas d'érection, c'est parce qu'il n'a pas envie. Alors que l'érection, ce n'est pas le désir. Et donc, dans sa situation à lui, la question de fond, c'est deux choses.
s'il devait réfléchir de manière consciente, c'est pas est-ce que j'ai envie ou pas envie, c'est est-ce que c'est tolérable ou intolérable de faire l'amour avec elle. Intolérable, tout à l'heure on parlait un peu de dégoût, est-ce qu'il y a des moments où il y a du dégoût à l'idée de faire l'amour avec elle, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas de dégoût, mais il n'y a pas de motivation? Il n'y a pas de dégoût. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. L'histoire de base, en fait, si on devait essayer d'expliquer les choses schématiquement, c'est possible que ce soit les premiers rapports qu'il a eus, etc. Mais il était trop grand pour que ça le marque à ce point-là. La plupart du temps, quand il y a ce genre de problème-là, c'est réellement le petit garçon qui est en lui. Et c'est ça qui est la vraie difficulté. Alors, il était comment, le petit garçon? Il a vu quoi quand il était petit? Il a assisté à quoi avec ses parents? Il a reçu de l'amour? Il était comment? J'ai reçu de l'amour. Ouais, j'ai pas eu de problème particulier, il me semble pas. Vos parents s'aimaient? S'aiment toujours. L'autre élément qui survient, c'est pas uniquement est-ce qu'il y a eu un traumatisme ou non, c'est quelquefois on a mis les parents tellement haut qu'on voudrait être comme eux, et du coup on est en compétition avec eux et on se sent pas à la hauteur. Ça, c'est possible. Parce que mes parents sont un exemple. Voilà. Mais c'est bien que ce soit un exemple. Parce il ne faut pas que ça soit quand même... Moi, j'ai 33 ans, ça doit faire 35 ans qu'ils sont mariés. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est top, quoi. Et que plus je les vois, plus je trouve qu'ils s'aiment. Donc, oui, c'est un exemple. Alors, votre compagne, Isabelle, nous rejoindra tout à l'heure. Voilà, on va saluer Joël. Alors, Joël, nous allons également faire avec vous un saut dans le passé. Vous êtes marié depuis 20 ans. Quel genre d'intimité avez-vous longtemps partagé avec votre mari? Une intimité tout à fait normale, des relations sexuelles très souvent et tout à fait normales, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. C'est-à-dire satisfaisante? Tout à fait, et épanouie. Et puis, il y a 13 ans, un événement est venu bouleverser l'équilibre de votre couple. Que s'est-il passé? Alors, mon mari est tombé malade, et puis sa santé ça a commencé à se dégrader. Il commençait donc à ne plus avoir d'érection et commençait à être impuissant. Donc plus une sexualité du tout épanouie et de plus en plus espacée. Quelle solution avez-vous envisagée pour rebooster votre sexualité? Alors, notre médecin généraliste nous a envoyé voir un endocrinologue qui lui a prescrit des cachets. Et donc, il a essayé ces cachets et qui devaient améliorer l'érection et finalement qui n'a absolument rien fait. Ensuite, elle lui a parlé donc d'injection. Et là, ça devenait vraiment trop barbare et il a refusé. C'est des injections dans la verge. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça devenait barbare, donc... J'imagine que c'est assez humiliant pour un homme de vivre cette donc situation. Il a très très mal réagi. Il a, bien entendu, il était complètement, pour lui, c'était terminé. Il n'était plus un homme, jusqu'à me demander de prendre un amant. À quel âge tout ça? Il avait quel âge? 46 ans. Donc un homme très jeune. Ah oui. Donc d'autant plus humiliant. Ah oui. Donc très mal réagi, bien entendu. Puis il a commencé de plus en plus à se mettre dans une bulle et à s'enfermer et à culpabiliser, tout à fait. Et à vous demander d'être heureuse de votre côté. Il m'a carrément proposé de divorcer ou de prendre un amant pour refaire ma vie avec quelqu'un qui pourrait me satisfaire sur ce plan-là. Et comment avez-vous réagi? Non, je lui ai dit que moi mon mari c'était lui et que on ferait sans sexe. Voilà. Donc on a comblé par beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, mais plus du tout de sexe. Comment viviez-vous cette situation? Très bien. Bon. Donc vous avez vécu des années comme ça? On a vécu 8 ans comme ça a duré pendant 8 ans. Et puis au bout de 8 ans, c'était en 2010, j'étais très forte et pour des problèmes de santé, j'ai dû me faire opérer. Donc j'ai eu une sleeve, j'ai perdu 50 kilos. Et plus je me métamorphosais et plus je ressentais le désir de plaire
et le désir qu'on me regarde, qu'on fasse attention à moi, qu'on soit tendre, qu'on soit câlin. Et mon mari a complètement, bien au contraire, ne me regardait pas, mais me lançait des piques en me disant maintenant que tu es comme ça, va prendre un amant. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et puis moi j'étais vraiment déçue. Et puis le jour où un amant s'est présenté, et où on m'a donné la tendresse, l'affection que je recherchais, s'est présenté, je l'ai pris. Vous nous raconterez tout à l'heure la suite de votre histoire. Et puis nous écouterons également le témoignage de votre mari qui a accepté de nous parler de cette impuissance, souvent jugée taboue chez les hommes. Sauveur, bonjour. Bonjour. En quoi l'histoire de Joël et de son mari résonne-t-elle en vous? Mon histoire, c'est le décès de notre fils unique en 2000 dans un accident de la circulation. Il avait quel âge? 21 ans. Le pire qu'on puisse imaginer? Le couple s'est complètement liquéfié, on va dire. On a essayé de reprendre une vie sexuelle à peu près normale au bout de 6-7 mois. Ça n'a pas vraiment fonctionné. On a essayé d'aller consulter un médecin. On n'a pas consulté ni psychiatre, on a consulté notre médecin traitant, qui m'a un peu aidé en prenant des pilules, comme vous connaissez. Mais c'est superficiel. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'a pas un désir profond. L'érection, c'est uniquement superficiel. Ensuite, c'est vrai qu'on en était arrivé à un stade où ma femme vivait de son côté. Moi, je vivais du mien, dans la même maison. Mais l'amour n'y était plus. Le véritable amour qu'on a connu tous les deux à l'âge de 15 ans n'y était plus, quoi. Et on a supporté, si vous voulez, pendant quelques années, jusqu'au jour où mon épouse est décédée aussi. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un cancer foudroyant du poumon. Elle est décédée en 5 mois. Voilà. Et aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, j'ai le cerveau qui est complètement vidé, quoi. Alors quand vous pensez que vous subissez tout ce genre de décès, pour moi, on va dire, entre guillemets, la sexualité, ça passe au 3e plan, au 4e plan. Ça fait combien de temps que votre femme est décédée? Ça fait 2 ans et demi, là. Donc c'est tout récent. Ça fait 2 ans et demi. Voilà. Juste un commentaire du docteur Nimoun, c'est, j'imagine, des cas... C'est des cas lourds, mais la première question que je pose à des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir envie? C'est-à-dire, c'est la seule question, en fait. Parce que là, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas motivé pour le moment, vous avez d'autres choses dans la tête, le parasitage dans la tête est complètement là, donc vous avez mis le frein à main et ça ne marche pas. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à desserrer le frein et les choses passeront autrement. Mais ça peut se passer. Techniquement, c'est sûr, et même psychologiquement, c'est possible. Mais on ne rencontre pas quelqu'un comme ça. Et puis même si on rencontre, est-ce qu'on est prêt à s'autoriser ça? Parce qu'il faut s'autoriser à vouloir être heureux. Ce n'est pas toujours évident. Oui, parfois, on a l'impression qu'il faut porter sa croix, comme on dit. Il y a ça, puis peut-être le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer une personne qui m'apportera de l'amour et de l'affection. Et je veux dire par là que je puisse refaire une vie avec. Tout rentrera dans l'ordre. Mais pour le moment, oui, je suis mais pas prêt. le danger de ça, c'est qu'on croit que si on trouve l'amour, on va trouver le reste. Alors qu'on peut trouver l'amour et tout d'un coup, on se rend compte que le corps ne suit plus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier quand même de se remettre en situation pour que le corps se remette à fonctionner progressivement. J'espère que pour moi, ça se passera comme vous le dites. En tout cas, le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est déjà une bonne démarche, quoi. Ça veut dire que la vie est quand même là, pas loin, et que vous allez repartir vers la vie. Vous nous raconterez tout à l'heure ce que vous essayez de mettre en œuvre. D'abord, nous allons nous intéresser au témoignage de Sarah, qui va nous éclairer sur un problème féminin, là encore souvent méconnu, le vaginisme. Alors, il s'agit de quoi, Sarah? C'est un trouble sexuel féminin qui est paradoxalement très répandu, mais qui est assez méconnu. Et
Moi, avant d'y être confrontée, j'en avais jamais entendu parler, ni de près ni de loin. Et grosso modo, c'est l'impuissance au féminin. Ça se traduit par une contraction au niveau des muscles du vagin que l'on a toutes. Et ces contractions-là sont très fortes, très violentes, complètement incontrôlables dès l'approche dès la tentative de pénétration, avec tout le corps qui se crispe, le visage complètement crispé, vraiment un état de terreur, de phobie, le corps qui est incontrôlable. En ce qui me concerne, c'était vraiment irrationnel parce que j'ai connu une très belle histoire qui dure encore maintenant avec un homme extraordinaire. Donc j'étais avec un homme que j'aimais profondément, il y avait une complicité extraordinaire entre nous, il n'y avait absolument pas de conflit sous-jacent qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, c'était incompréhensible que je sois autant terrorisée alors qu'on est dans un rapport consentant, etc. etc. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plutôt rare les cas de vaginisme qui s'expliqueraient par des abus sexuels ou par des choses très dures. Voilà, pour ma part, j'ai absolument pas de... Alors j'ai peut-être écouté, entendu des choses quand j'étais petite, alors que j'avais pas forcément d'activité sexuelle, enfin adolescente ou petite, mais rien d'évident. Voilà. Alors, vous vous souvenez de la première fois? Ah ben oui. oui, je me souviens. C'était avec cet homme-là? Oui, c'était. On avait 20 ans tous les deux. Voilà, on était très amoureux. On avait organisé les choses. Alors c'est vrai qu'on a voulu attendre un petit peu, histoire d'être près dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. Donc toutes les conditions étaient réunies. Donc le jour J arrive, les préliminaires se passent bien, on est un peu maladroit, mais rien de très dramatique. Il y avait un peu de sensualité. Bon, c'était assez enfantin. Et les préliminaires vous excitent? Oui, j'étais dans un état d'excitation. Et puis bon, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension, mais encore une fois, rien d'alarmant. Pendant les préliminaires, tout se passait bien. Et puis à un moment donné, je me rends compte qu'il faut y aller, que c'est a priori le bon moment. Donc mon conjoint, mon compagnon se rapproche et puis on essaye notre première tentative de pénétration. Et c'est là où en fait les choses se compliquent d'un coup, puisqu'on passe d'une atmosphère tranquille, cool, à un climat complètement tendu, où j'ai le corps qui tremble, qui se contracte en même temps, j'ai le visage qui se crispe, je bégaye, je transpire, et je suis dans un mouvement de recul inimaginable en fait. C'est vraiment un état de phobie. Un moment de panique même. Voilà, c'est vraiment une phobie et donc par définition, je suis complètement dépossédée de mon corps à ce moment-là. Pourtant, je tiens à insister, il était très très doux, il était vraiment très avenant. Mais en plus de cet état de crispation, il y avait les fameuses douleurs, les tiraillements au niveau de la zone génitale qui étaient ingérables. Et puis finalement, on arrête complètement déçue et j'étais frustrée, moi, déjà pour moi, pour lui évidemment. Et puis lui, il me rassure en me disant « c'est pas grave, c'est l'appréhension de la première fois, ça doit arriver ». Donc oui, effectivement, moi j'avais déjà entendu parler du stress de la première fois, d'éventuelles douleurs, mais jamais de non-concrétisation d'un rapport en fait. Donc, mais bon, je me suis laissée quand même convaincre, et puis bon, on referme la parenthèse et on réessaye un petit peu plus tard, enfin les jours qui suivent. Et là, ça devenait vraiment compliqué, parce que c'était toujours le même scénario, le sexe qui se barricade sans que je puisse faire quoi que ce soit. C'était vraiment compliqué parce que déjà d'avoir une partie de son corps qu'on a du mal à maîtriser, à contrôler, c'est déjà très compliqué, très déroutant en soi, mais encore plus cette zone-là qui est quand même le lieu de tous les symboles, de la féminité, de l'ouverture à l'autre, du désir, du plaisir, de la maternité. Donc c'était infernal. Nous qui avions une vision plutôt sympa des choses, là ça devenait un véritable calvaire. Puis en même temps on essayait plusieurs atmosphères, contextes, lieux. On se disait que ça venait peut-être de là. Mais c'était toujours la même crispation, les douleurs. Alors lui, ça a malmené un petit peu notre couple parce que je ne savais pas comment lui expliquer les choses. Je n'avais même pas les mots. Je n'avais jamais entendu parler de ce problème-là, de femme impénétrable comme ça, comme je l'étais. Donc c'était difficile de lui expliquer les choses parce que je ne savais pas me les expliquer à moi-même. Pardon. Vous avez décidé d'aller consulter? J'ai décidé d'aller consulter une gynécologue seule.
C'était important. Donc la boule au ventre, c'était compliqué. Je me disais, oh là là, déjà avec l'homme de ma vie, j'ai déjà du mal. Alors, avec une personne extérieure, ça allait être très compliqué. Comment s'est passé le rendez-vous? Le rendez-vous. Alors j'avais mis tellement d'espoir sur ce rendez-vous. Je me suis dit, bon, ben, un médecin, il va forcément me poser un nom. C'était une femme ou un homme? Oui, c'était une femme. C'était une femme, c'était important pour moi que ce soit une femme. Enfin, j'essayais de limiter j'essayais d'être le plus à l'aise possible. Et donc, du coup, elle m'a... Bon, après un bref entretien, j'essayais désespérément d'avoir un regard bienveillant, un petit sourire compatissant qui me mette à l'aise pour que je puisse m'ouvrir, etc. Bon, elle était très médicale, toc, tac, tac. On a eu un bref entretien et puis elle m'a dit la fameuse phrase bon, bah, écoutez, mademoiselle, vous allez enlever votre pantalon et puis votre petite culotte et vous allez vous allonger, je vais vous examiner et faire un toucher vaginal, etc. Oh, je l'ai vu mettre les gants et là, j'ai commencé à avoir le corps qui, encore une fois, complètement, c'était incontrôlable. C'était incontrôlable. Mais elle a réussi à vous examiner? Non, du tout. Elle a juste tout juste posé le doigt et d'ailleurs, je pensais que la consultation était finie et je lui ai dit c'est fini. Elle m'a dit mais vous rigolez, j'ai même pas encore commencé. J'ai même pas encore commencé. Et puis elle me disait mais détendez-vous madame, arrêtez de faire votre chochotte. Elle me disait sous le ton de l'humour, mais c'était j'avais envie de lui hurler, mais justement c'est ça mon problème, c'est que je n'arrive pas à me détendre. Évidemment que je suis là pour ça, je veux m'ouvrir, mais je n'y arrive pas. Le corps le refuse. Donc elle n'a pas su trouver les mots pour vous apaiser. Oui, je suis ressortie là en pleurs. Alors est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un d'autre? Non, pas depuis, parce que j'étais évidemment complètement déçue. Et voilà, effectivement, je me suis mariée après. Je me suis mariée après avec ce même jeune homme. Et c'était toujours aussi compliqué. Je pensais justement que le mariage allait poser un peu plus les choses. Et au final, on est resté pendant des années avec ce même souci. La nuit de noces? Justement, on avait beaucoup d'espoir sur cette fameuse nuit de noces. Et pas du tout, c'est resté... pareil, le même scénario. C'est lourd. C'est lourd, oui, c'est terrible. Et à l'époque, je ne savais toujours pas de quoi je souffrais. Je pensais que j'étais la seule au monde. Je pouvais évidemment pas en parler à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Puis en plus, comme j'ai une personnalité assez ouverte ou assez dynamique, les gens, je pense, n'auraient pas compris. Je pense qu'on n'aurait pas compris. Bon. Et puis avec celui qui est devenu du coup mon mari, on a décidé de mettre ce problème sous le tapis et de ne plus en parler et d'avoir quand même une sexualité parallèle, d'y aller avec des caresses, de faire les choses de façon superficielle sans jamais anticiper le coït du coup. Et comme ça a duré plusieurs années. Jusqu'au jour où vous avez eu envie d'avoir un enfant. Voilà, tout à fait. Donc quelques années plus tard, on décide effectivement d'avoir un bébé. Et là, on ne pouvait pas faire l'impasse. Il fallait qu'on regarde le problème en face, parce que c'était plus simple de faire les choses techniquement pour avoir un bébé. Et, donc, en fait, on avait toujours un lien sexuel avec mon mari. Hein. On faisait les choses. Et puis d'ailleurs, on éprouvait beaucoup de plaisir. Hein. On découvrait notre corps. Et je pense qu'on a développé une sexualité qu'on n'aurait certainement pas pu avoir si on était rentré dans la route classique. Et donc, oui, la première technique, c'est une pénétration superficielle avec une éjaculation au niveau de la vulve ou au niveau du bas-ventre. Et avec un peu de chance, il y a des femmes qui sont tombées enceintes comme ça. Il suffit que ça soit pendant la période d'ovulation. Et puis, hop, les spermatozoïdes montent. Il faut qu'ils soient dopés. Oui, mais oui. Donc voilà. Ce sont des femmes jeunes. Hein, c'est donc le ça saut peut en marcher. longueur. C'est des champions olympiques. Comme ce sont des femmes jeunes, la glaire peut arriver jusqu'à la vulve. Et du coup, ça peut marcher. Et c'est pour ça que tous les gynécologues ont au moins rencontré une fois dans leur vie une femme vierge enceinte. Ah bon? Ouais. Eh oui. Tous les gynécologues, hein, je ne dis pas exceptionnellement. Ah bon? Donc c'est quelque chose qui est classique, quoi. Et la deuxième technique, au début, on n'était pas partant avec mon cher et tendre. C'était le docteur. Je pense que le médecin connaît bien, c'est l'insémination artisanale à la maison qu'on fait ça. Et donc au début on n'était pas partant et au fur et à mesure des cycles qui passaient et des déceptions parce que ça, entre le moment où on a désiré avoir un enfant et alors, vous n'allez pas me dire que vous êtes tombée enceinte artisanalement, sans aller voir de spécialiste, ni de gynéco, ni de service spécialisé, juste comme ça avec votre pipette. Si, ben voilà, je suis tombée enceinte. Mais qu'on faisait, c'est qu'on alternait les deux techniques avec mon compagnon pour éviter de focaliser là-dessus. Hein. Pour éviter de focaliser là-dessus. Et puis je suis tombée enceinte. Et je ne sais pas par quelle méthode je suis tombée enceinte, et tant mieux. Bon, alors vous nous raconterez tout à l'heure en quoi cette grossesse a été pour vous une délivrance. Mais d'abord, on va écouter
quelques messages de la rédaction. Très bien. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. En société, vous aimez vous inventer une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir à votre entourage, vous avez besoin d'embellir continuellement la réalité. Vous êtes pris dans la spirale du mensonge et vous ne savez plus comment en sortir. Votre conjoint ou votre enfant souffre de mythomanie et vous ne parvenez plus à gérer la situation. Vous vous êtes fait soigner pour mythomanie et aujourd'hui, les mensonges font partie du passé. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous reprendrons des nouvelles d'Eva qui attendait un don d'organes. Ça fait 9 mois que j'attends la greffe. C'est vrai qu'à chaque fois que mon téléphone sonne, j'ai le cœur qui bat à 200 parce que je me dis que c'est peut-être ça. Nous retrouverons aussi Geneviève et son fils Michael. À l'époque, il en était à sa 13e intervention. Voilà, donc ça a été un parcours assez douloureux. À quoi ressemble leur vie aujourd'hui? Comment ça se fait quand tu prends soin de toi comme ça? Bah, je sais pas. Plaire aux filles, hein? Bah ouais, aussi, c'est un peu le but. Nous le découvrirons dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre premier baiser remontait à plus de 30 ans quand vous vous êtes retrouvés. Et depuis, vous êtes à nouveau ensemble. Votre premier baiser reste pour vous un instant magique. Et des dizaines d'années plus tard, vous n'avez toujours pas oublié cet homme. Vous aimeriez aujourd'hui le retrouver grâce à Toute une histoire. Vous venez de retrouver votre amour de jeunesse et pour lui, vous hésitez à tout quitter. Vous avez longtemps idéalisé une vieille histoire d'amour, mais quand vous vous êtes retrouvés, vous avez déchanté. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Nos invités d'aujourd'hui ont décidé de briser le silence sur un thème particulièrement tabou, les troubles sexuels. Seuls ou avec leur partenaire, ils ont pris leur vie en main pour tenter de résoudre ce problème qui leur gâche la vie. On va avancer avec la deuxième partie de notre émission vers une intimité apaisée. Et on salue Isabelle qui nous a rejoints sur ce plateau. Merci d'être là, Isabelle. Un sujet difficile, intime. Il n'est pas facile de parler devant des caméras de télévision, on le répète. À quel moment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un problème entre vous Très sur le plan rapidement. de la sexualité? Très rapidement. Très rapidement, j'ai vu que ça s'espacait, les relations, et du coup, c'était pas normal. Au début, ça se passait bien? Oui, les premiers rapports, la première semaine, on va dire. Et après, ça s'est très vite espacé. D'accord. Sylvain nous disait tout à l'heure que vous avez eu très peu de rapports intimes, donc depuis le début de votre relation, je ne sais plus, une dizaine, c'est ça? Alors que ça fait 9 mois que vous êtes ensemble. Difficile à vivre, j'imagine, cette situation? Ouais, très. Vous êtes frustré? Oui, frustrée. Je me posais des questions, savoir si ça venait de moi à la base, si je ne faisais pas les choses correctement. Après, voilà. Vous en avez beaucoup parlé tous les deux? Il y a un dialogue qui s'est engagé là-dessus? Il y a un dialogue qui s'est engagé de par son vécu à lui, de par son vécu à moi aussi. Je pouvais éventuellement me poser des questions par rapport à mon vécu à moi aussi. Parce que vous aviez eu un vécu douloureux? Oui, voilà. Et ma dernière histoire a été un peu compliquée donc, de ce côté-là. Donc du coup, je pouvais me demander si ça venait pas de moi aussi, quoi. Iriez-vous jusqu'à dire, Sylvain, que la sexualité n'est pas pour vous indispensable? Si aujourd'hui j'étais pas avec Isa, oui, je pourrais vivre sans. Ouais. Mais aujourd'hui, votre priorité, c'est de sauver votre couple? Oui, parce que je la désire. Moi, je l'aime, je la désire. Il n'y a pas de souci. Sauf que je n'y arrive pas. Mais est-ce que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas d'érection ou parce que vous n'arrivez pas à aller vers elle? Non, l'érection, mécaniquement, je marche. Non, mais quand vous êtes à côté d'elle et avec elle, est-ce que l'érection vient et surtout tient? Parce que le problème, c'est pas d'avoir une érection, c'est que cette érection tienne pour que la pénétration puisse avoir lieu. Si, ouais. C'est pendant l'acte que je ressens comme une sensation d'inquiétude.
Ouais, d'inquiétude, ouais. C'est peut-être le mot, ouais, l'inquiétude. C'est comme si je me mettais à paniquer, un peu comme dans la même situation. Ouais. Comme si j'avais le vaginisme. Non, c'est pas le vaginisme, mais objectivement, dans votre situation, il faut vous faire aider. Ne restez pas dans cette situation seul, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est quoi, c'est une angoisse de peut-être... C'est ce qu'on appelle l'anxiété de performance. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se met la barre trop haut pour soi-même. Il faut que je la contente, il faut que j'y arrive, il faut que ça tienne, il faut que j'ai plus de rapports, il faut. Et à la fin, on arrive, on est complètement noué de la tête aux pieds et on ne fait rien. Ouais. La plupart du temps, quand même, je ne dis pas particulièrement pour vous, mais la plupart du temps, quand les hommes sont dans cette situation-là, mais ça arrive quelquefois chez les femmes quand elles n'y arrivent pas non plus, c'est qu'il y a des hommes qui peuvent tout à fait, avec des partenaires de passage, bien fonctionner. Ils ont des rapports, 2-3 fois, ça marche, ça va bien. S'ils sont avec la femme, entre guillemets, de leur vie, ça ne marche pas. Ouais, c'est que tout d'un coup, elle devient un membre de sa famille, entre guillemets, parce que c'est potentiellement la mère de ses enfants, qui ne sont pas encore là. Et à partir du moment où elle devient la mère, on ne la touche plus. Psychiquement parlant, s'entend. Oui, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Parce que dans mes relations d'un soir, le fait de ne pas avoir de contraintes était plutôt facile. C'est-à-dire, oui, c'était exactement ça. Ouais. Après, on l'a fait et c'est super bien passé, du moins. Pour moi, je pense pour toi aussi. Du moins. Ouais, voilà. Après, maintenant, là, j'y arrive plus, du moins. Et c'est pour ça que l'objectif, en fait, là-dedans, c'est d'une part de pouvoir se faire aider pour que les rapports aient lieu, tant physiquement que psychologiquement. Et quitte à avoir 2 thérapeutes, un qui va traiter le psychisme et l'autre qui va traiter comment faire pour que ça change. Et si on arrive à modifier la mémoire du corps, pour vous, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est comme si votre corps avait intégré, comme dans le problème du vaginisme. Là, pour le coup, c'est la même chose. Dans le vaginisme, il y a une sorte de réflexe automatique qui fait que le vagin, entre guillemets, se dit « ça ne peut pas passer ». Il y a la peur de la pénétration, et c'est cette peur qui est plus forte que tout le reste. Après, quand on réfléchit, quand on discute, on peut très bien comprendre, mais le problème, il n'est pas rationnel, il est émotionnel. C'est émotionnellement que ça bloque. Et il faut... Alors, il y a des moyens pour essayer de compenser ces blocages émotionnels. Alors justement, parce qu'en psychologie, on connaît les groupes de parole. Là, ça se passe comment, les moyens? C'est quoi? Non, il y a des psychothérapies, il y a des psychothérapies orientées. Moi, ce que je suggère dans ce genre de situation-là, c'est réellement de l'aider à ce que, malgré lui, il fonctionne. Et alors donc, ça se traduit comment ? Et qu'à partir du moment où il se rend compte que répétitivement l'érection vient, que les rapports peuvent avoir lieu, etc., à un moment donné, ça modifie la mémoire de son corps. C'est-à-dire son corps ne va pas intégrer la panne comme étant normale, ce qui se passe actuellement. Il considère... C'est comme si le corps disait la panne est là répétitivement, donc c'est normal d'avoir des pannes. Donc l'aider, ça veut dire quoi? Lui donner des médicaments qui vont l'aider? Des médicaments et une sexothérapie, c'est-à-dire une psychothérapie orientée sur la sexualité. C'est-à-dire qu'il retrouve confiance en lui en agissant, pas uniquement en comprenant pourquoi il y a ça. Le but du jeu, c'est pas comprendre pourquoi j'en suis là, c'est comprendre comment faire pour que ça change. Mais quand on dit une sexothérapie, c'est quoi? C'est des exercices pratiques? Ah non, c'est... En agissant, vous dites. Non, la sexothérapie, c'est une psychothérapie, donc verbale, orientée sur la sexualité, en lui donnant des conseils pratiques qu'il fera chez lui. La question de base, c'est réellement comment il peut fonctionner. Et lorsqu'il recommencera à avoir peut-être même une sexothérapie en couple, pour que l'un et l'autre comprennent, parce que souvent la partenaire est un peu... ne sait plus sur quel pied danser, si je puis dire. Et donc, elle ne sait pas si elle doit avancer. Il y a des moments où elle peut s'énerver parce que c'est ras-le-bol. Il y a des moments où, au contraire, elle est patiente alors qu'il attendait autre chose. Et c'est tout ça qu'il faut pouvoir manager, entre guillemets. Et si on joue sur ces deux paramètres-là, il y a des chances qu'ils avancent chacun d'un pas et que ça fasse 2 pas gagnés pour les deux. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de ce problème, qui n'est pas un problème simple, c'est un problème avec solution. Bon, ça c'est plutôt rassurant.
Ah mais on en était sûr. C'est pour ça que vous êtes là Non, il aujourd'hui. n'y a plus qu'à. Alors, on va revenir vers Joël. À la suite de la maladie de votre mari, Joël, votre sexualité s'est éteinte peu à peu. Vous avez pris la décision de rester avec lui et d'éprouver de la tendresse pour lui, Voilà. jusqu'au jour où il a quand même insisté pour que vous soyez plus épanouie et que vous preniez un amant. Et à force... Disons que c'était pas pour que je sois plus épanouie, c'était des pics qui me lançaient, des défis qui me lançaient. Et c'était pas, je pense pas que c'était qu'il le souhaitait. Mais il devenait méchant et il me disait, ben voilà, prends-toi un amant. Chose qui s'est présentée et chose que j'ai faite. Il l'a su? Il l'a su, bien sûr. Vous le lui avez dit? Complètement, oui. Et comment a-t-il réagi? Très mal. Comme un homme... blessé. Il en a... Bon, bien sûr, il s'est énervé. J'ai été traitée de tous les noms. Il en a fait une tentative... Il a fait même une tentative de suicide. Et puis voilà, il voulait plus rien savoir, quoi. Pour lui, j'avais passé le pas, j'avais fait le pas, et il voulait plus rien savoir, donc ça a été très très dur. Donc vous avez envisagé de vous séparer à ce moment-là? Oui. On a envisagé, enfin bon, voilà, lui m'a dit, il vaut mieux que tu partes. Et vous êtes restée? Et je suis restée. Culpabilisée, j'imagine? Disons qu'il a même, quand il a fait sa tentative de suicide, dès que j'ai été prévenue, dans les 5 minutes, j'étais à l'hôpital et j'étais à côté de lui. Et donc je suis rentrée à la maison et j'en ai plus bougé. Alors, Daniel, votre mari est avec nous. Il témoigne depuis une loge de France Télévisions pour préserver son anonymat. L'impuissance, c'est souvent un sujet délicat. Nous vous remercions, bien sûr, d'accepter d'en parler aujourd'hui. Quel impact un trouble sexuel comme le vôtre peut-il avoir sur l'estime de soi lorsqu'on est un homme? Je me suis senti diminué et de plus être un homme, de plus donner de plaisir à ma femme. Très jeune en plus. Très jeune, oui, 43 ans. Donc vous n'avez pas eu de relation intime avec votre femme depuis plus de 10 ans. Oui. Donc j'imagine que pour vous, ça doit être une situation terrible à vivre. Pour moi, non. Maintenant, non, parce qu'au début, j'avais pris ça mal, parce que quand elle a fauté la première fois, j'avais pris ça mal parce que je me suis senti bafoué et elle m'avait pris au mot. Et pourtant, vous le lui aviez... J'y avais dit plusieurs fois, mais tout en pensant dire c'est pour que tu restes avec moi que je disais ça. Oui, c'est ça. Je le faisais en tant qu'égoïste. Ouais. Et après, ma première tentative de suicide, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, la vie, elle continue quand même, on s'aime toujours, tous les deux. Ouais. Je sais que je compte pour elle et elle compte énormément pour moi et que la vie, elle continue comme ça, sans sexualité. Et je la laisse. Maintenant, on est libre sexuellement tous les deux. D'accord, donc c'est un équilibre que vous avez trouvé tous les deux? Oui. Une décision que vous avez prise ensemble? Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous arrivez à faire la distinction entre l'amour et la sexualité? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez savoir quand elle va voir ailleurs? De toute façon, j'ai pas besoin de le savoir, elle me le dit. Alors. Ah bon. Mais vous préférez savoir? Si elle ne me le dit pas, c'est pareil pour moi. D'accord. Parce que je lui fais entièrement confiance. Okay. Et maintenant, du moment qu'elle me revient à chaque fois, c'est tout ce que je demande. Dès qu'on s'aime toujours, plus même maintenant qu'au début. Vous vivez ça peut-être aujourd'hui comme une complicité supplémentaire, même si c'est difficile à comprendre pour certains? Oui, oui, tout à fait une complicité et l'amour supplémentaire. s'est renforcé et on s'est rendu compte que l'amour sans sexe, on peut s'en passer le sexe. Du moment que l'amour est là, c'est le principal. Et je vais même dire que depuis qu'il m'a dit écoute, vas-y, j'ai plus envie. Voilà, ça c'est du fait que comme avec les enfants. Exactement, exactement. Voilà. Sauveur, vous aussi, vous êtes confronté à des troubles de l'érection survenus dans votre cas suite au décès de votre fils et de votre femme. Donc une douleur très lourde en vous, un deuil difficile à faire et qui, pour le moment, vous paralyse votre cœur et votre ouverture sur les autres. Psychologiquement, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous tentez d'avoir un rapport sexuel avec une femme? La peur, frustration, la honte, du manque d'érection,
ce que disait le docteur tout à l'heure, pas confiance en moi, et c'est normal. Côté d'être déçu de ne pas avoir fait plaisir à ma partenaire, et surtout, je veux dire, si un homme ne fonctionne pas, on ne va pas vous garder, quoi. J'ai des femmes qui m'ont dit, mais à quoi tu penses quand tu fais l'amour? Je ne peux pas leur dire, mon cerveau est liquéfié, quoi. Il n'y a plus que du liquide dans mon cerveau, moi. Je pense à beaucoup de choses, je me suis beaucoup retranché sur le travail, c'est vrai. Mais j'ai toujours envie de la femme, j'ai toujours envie de lui faire l'amour, mais avec ce gros manque de confiance en moi. Alors, comment on peut aider Sauveur? Parce est-ce qu'il vaut mieux lui conseiller de prendre le temps, de rester peut-être un peu à l'écart de tout ça avant de se reconstruire, ou au contraire, est-ce que... Non, je pense qu'il faut, s'il se met la pression, s'il y va pour se tester, c'est l'échec assuré. Hein, quand on va pour voir si ça marche, ça c'est l'échec assuré. Si on y va pour se faire aussi plaisir, faire plaisir à l'autre certes, mais il y a combien d'hommes ou de femmes qui ne pensent qu'au partenaire ou à la partenaire? C'est-à-dire, lui, il vient de le dire, est-ce que je vais pouvoir la contenter? Si l'homme arrive vers une femme en se disant est-ce que je vais lui donner du plaisir, et il est tellement obnubilé par ça qu'il ne pense, il s'oublie lui, et s'il s'oublie lui, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je dis que dans un couple, ça marche bien s'il y a un égoïsme partagé, si chacun se concentre sur lui-même et partage avec l'autre. Si au contraire, on ne pense qu'à l'autre, on s'oublie soi et ça ne marche pas. Et la chance qu'ont les hommes pour le moment, les femmes c'est dans 2-3 ans que ça viendra peut-être, mais pour le moment, les hommes ont certains médicaments qui peuvent les aider. Et c'est une erreur, et là je le souligne en rouge, c'est une erreur de ne pas les prendre. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est des raisons psychologiques majeures qui peuvent créer ce problème-là, si on peut faire en sorte que votre corps fonctionne, la répétition de ce fonctionnement-là va changer la mémoire du corps, tête comprise. C'est le corps en entier. Le problème qui se pose pour moi, c'est que dans ma tête à moi, je deviens dépendant de ce truc-là. Oui, mais ça va fonctionner, ça fonctionne. Oui, mais ce que je réponds aux hommes qui me disent ça, c'est que si on ne veut pas être dépendant du médicament, on devient dépendant de l'échec. Et là, c'est encore pire. C'est ce qui se passe. Voilà. Et c'est pour ça que le but du jeu, c'est de ne pas être dépendant de l'échec. C'est ce qui se passe. Si on comprend que le but du jeu, c'est pas de prendre un comprimé comme une roue de secours, parce que si c'est la roue de secours, on en a besoin tout le temps. Alors que si on le prend comme une béquille pour réapprendre à marcher, un jour, on n'a plus besoin de la béquille. Et c'est ça le but du jeu. Sarah, vous nous parliez tout à l'heure de ce trouble sexuel féminin qui empêche toute relation intime. Ça s'appelle le vaginisme. Et donc, vous en avez souffert pendant des années. Vous êtes quand même mariée. Au bout de 2 ans de mariage, vous avez décidé d'avoir un enfant. C'est grâce à une insémination artisanale que vous avez réussi à tomber enceinte. Vous avez une grossesse normale, ça s'est bien passé, vous l'avez bien vécu? Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu le spectre et l'obsession du toucher vaginal qui m'angoissait toujours, puisqu'évidemment quand on tombe enceinte, on va voir une fois par régulièrement. Là, vous avez été suivie par une gynéco quand même pendant votre grossesse. Oui, tout à fait. J'ai été suivie par une sage-femme, toujours via les conseils de femmes qui avaient souffert de la même chose sur Internet. Et c'est vrai qu'elles ont plutôt bonne réputation, elles sont plus douces. Donc, et en plus, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une sage-femme extraordinaire qui connaissait bien le vaginisme, puisqu'il y a un petit souci de formation, je pense. Peut-être que le docteur pourra me confirmer, même au niveau professionnel, on n'est pas toujours très bien comprise par le monde médical. Mais elle connaissait bien et au début, ce n'était pas une obsessionnelle non plus du toucher vaginal. Elle m'a dit... Alors, juste avant de vous laisser continuer, j'aurais juste une précision du docteur Mimoun qu'on n'a pas interviewé sur le vaginisme. Ça peut être dû à quoi? Apparemment, ce n'est pas, ce que j'ai compris, forcément dû à un traumatisme. Non, il n'y a pas de traumatisme, même si la plupart des gens se disent quel traumatisme elle a pu avoir. La plupart du temps, c'est éducationnel. Mais éducationnel, c'est pas quelqu'un, c'est pas les parents qui ont dit tu auras ceci ou cela, c'est l'enfant qui se dit ah là là, c'est l'horreur. Le premier rapport, c'est une horreur, c'est une douleur, c'est je ne sais pas quoi. Mais parfois, la raison est tout à fait inconsciente. La seule chose qui reste, c'est la peur. En fait, le vrai problème du vaginisme, c'est d'aider la personne à apprivoiser sa peur de l'entrée du vagin. Et la meilleure méthode pour pouvoir sortir de ça, c'est l'aider à ce qu'elle-même découvre son vagin et qu'elle découvre comment elle peut elle-même introduire
ne serait-ce qu'un doigt dans le vagin. Et à partir du moment où elle arrive à le faire, après elle est sur les rails et tout va bien. Parce que c'est effectivement un trouble sexuel qui peut durer très très longtemps, mais qui se guérit super bien en réalité. Et souvent, ce qui les pousse, c'est avoir un enfant. Le désir d'enfant, tout à fait. Et l'accouchement, alors vous deviez redouter? Eh bien l'accouchement, oui, tout à fait. C'était un peu c'était un peu ma crainte terrible. Et puis là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. C'était un accouchement programmé, déclenché. Donc mon bébé avait besoin qu'on l'aide à... Mais par césarienne ou par voie naturelle? Non, par voie naturelle. Le paradoxe, c'est que le vaginisme empêche de pénétrer, mais le bébé, il sort. Oui. Toujours. Allez comprendre. Presque. Et d'ailleurs, tout au long de... Donc vous n'avez pas particulièrement angoissé à l'idée de cette sortie? En fait, c'est pas la sortie qui m'angoissait, c'est le toucher vaginal. C'est bizarre, hein, c'est horrible à expliquer, mais c'est c'est que quelqu'un, je savais que le bébé pouvait sortir et puis qu'il y avait tout un mécanisme qui se mettait en place, mais j'étais terrorisée. Et encore une fois, c'est totalement inconscient par le gynécologue qui m'aidait donc le bébé est sorti. Normalement, et c'est la péridurale qui m'a beaucoup aidée, qui a créé un premier déclic dans ma petite tête. Puisque la gynécologue est venue après la pose de la péridurale et puis m'a touchée tout juste. Et là, j'ai commencé à sursauter. Je me suis dit, mais c'est ça la péridurale, mais je continue à sentir en fait. Et elle m'a dit, non, normalement, elle n'a pas totalement agi. Je reviens dans quelques minutes et normalement, vous ne devez rien sentir. Et effectivement, elle est revenue quelques temps après et je n'ai absolument rien senti. Et puis après, j'ai pu vraiment savourer l'accouchement et ça a été... extraordinaire. Et alors, après votre accouchement, est-ce que vous avez réussi à avoir des rapports sexuels? Oui. En fait, je l'ai fait en raccourci parce que ce serait trop long, mais quelques temps après, on a essayé d'avoir un premier rapport sexuel avec mon mari. Entre-temps, j'avais fait des petits exercices dont monsieur parle, des exercices de rééducation périnale qui sont hyper importants. Et donc du coup, on réussit à avoir un rapport sexuel avec mon mari. Et là, je dois avouer que c'était un moment extraordinaire. Mais ça n'avait rien à voir avec le plaisir sexuel qu'on avait eu entre-temps, même avec une sexualité bricolée. C'était un soulagement, un moment de vraiment très beau, très pur. On a pleuré de joie. D'y arriver enfin. Donc en gros, vous avez eu votre premier rapport sexuel combien d'années après avoir rencontré votre compagnon? 8-9 ans. Ouais, autour de 9 ans. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une sexualité épanouie? Oui, voilà. Donc au début, c'est vrai que c'était très mécanique. La toute première fois, là, c'est vrai qu'on était très contents, mais il faut bien resituer les choses. C'était très mécanique. On y va à tâtons, on respire. Donc, et puis après, j'étais de plus en plus détendue. Et maintenant, en fait, maintenant que j'ai une vie sexuelle très sympa. Je pense même peut-être plus épanouie, encore une fois, que si on avait eu quelque chose de plus classique. Je comprends l'état de sidération qu'on peut avoir quand on rencontre une femme souffrant de vaginisme. Moi-même, je me disais, mais j'en faisais toute une montagne, alors que finalement, ça passe. Alors, quel conseil donnez-vous à celles qui nous regardent et qui sont dans cette situation? Tout d'abord, de sortir de son isolement. On n'est pas seul, on a l'impression qu'on est seul au monde alors qu'il y a des statistiques qui sont impressionnantes. Vous imaginez 10 à 15%, enfin j'ai lu 10 à 15% des femmes ont... Donc on n'est pas seul, il y a des exercices pratiques, il faut aller consulter. Tout à fait, et puis continuer à cultiver le lien sexuel avec son conjoint, même si on n'a pas de coït ou L'avantage des femmes qui sont vaginiques, c'est qu'elles sont très intéressées par la sexualité malgré tout. La seule chose qui leur fait peur, c'est la pénétration. Mais elles ont du plaisir par les caresses, à la différence de la femme dysparonique, c'est-à-dire qui a mal pendant les rapports. Elle refuse la sexualité, il n'y a pas de contact en dessous de la ceinture. Tandis que là, elles sont très demandeuses de cela. Et ce qui les soulage la plupart du temps, et c'est pour ça que, au moins là-dedans, Internet rend service, c'est que le fait de mettre un nom sur ce qu'elles ont, ça les soulage la plupart du temps parce qu'elles se disent « je ne suis pas seule, donc peut-être qu'on peut m'aider ». Merci en tout cas à tous d'avoir eu le courage de venir témoigner sur notre plateau. Vos témoignages auront éclairé un certain nombre de personnes qui peut-être sont isolées et souffrent de ce type de pathologie. Un mot sur votre livre que nous avons aperçu, la masturbation rend sourd. Qu'est-ce que c'est que cette 300 histoire? idées reçues sur le sexe. Ah bon, c'est sur les idées reçues de la sexualité. Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, dont le vaginisme, par exemple. Une femme qui est vaginique sait qu'elle ne veut pas de rapport, si elle veut en avoir, mais justement, elle a peur. Si on devait comparer le vaginisme à quelque chose qui n'est pas sexuel, c'est la même chose que quand on se met le doigt dans l'œil, la paupière ferme sans réfléchir. Là, c'est le vagin qui se ferme sans réfléchir. Merci, docteur Mimoun. Merci à tous.
Nous espérons vous revoir très vite de l'autre côté de notre plateau. J'espère que vous viendrez nous dire que tout s'est arrangé et que vous vivez heureux, épanoui et que vous allez avoir beaucoup d'enfants. D'accord ? Très bien. Quand les caméras s'éteignent et que la vie reprend son cours, nos invités gardent contact avec notre équipe, restent entourés par ceux qui ont travaillé sur nos émissions. Ce rendez-vous de l'histoire continue leur permet alors de venir partager avec nous les changements qui se sont opérés dans leur vie depuis leur venue précédente sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est Geneviève et Guy qui nous font le plaisir d'être de nouveau parmi nous. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Je vais commencer avec vous, Geneviève. On va se replonger dans votre histoire. Vous étiez venue témoigner sur notre plateau le 11 septembre 2009. De quel thème s'agissait-il ? En fait, c'était le thème sur accepter la particularité physique de son enfant. Oui. Parce que j'ai accouché donc, il y a 15 ans d'un enfant qui est né avec une fente labiopalatine, donc appelé un bec de lièvre. À quel point le physique de Michael était-il compliqué à gérer pour vous ? C'était surtout le regard des autres. Comme il a été opéré qu'à 3 mois pour la chirurgie esthétique, donc pendant 3 mois, il a fallu sortir et affronter le regard des autres. Et ça, c'était vraiment cruel. Donc pendant, on va dire, quand je sortais très rarement avec lui. Quand il fallait que je sorte pour l'amener chez le médecin, je dissimulais un peu son visage. Je mettais un petit doudou, un petit foulard dessus pour pas affronter en fait le regard des autres. Alors pendant 11 ans, votre fils a enchaîné les opérations chirurgicales pour tenter de retrouver un visage harmonieux. Où en était-il à l'époque de votre premier passage dans notre émission ? À l'époque, il en était à sa 13e intervention. Voilà, donc ça a été un parcours assez douloureux. Donc à chaque fois, c'est des grosses interventions avec une anesthésie générale. Voilà, hospitalisation d'une semaine et toujours l'anesthésie générale. Bon, le risque zéro n'existe pas. Alors, vous étiez une maman focalisée sur les différences physiques de votre fils et inquiète concernant son avenir. Votre garçon a bien grandi depuis. Il a aujourd'hui 15 ans et rentre tout juste dans le monde de l'adolescence, un moment où le regard des autres est souvent difficile à vivre. Alors, comment vit-il aujourd'hui avec sa différence ? La réponse tout de suite en images. C'est horrible, j'arrêtais pas de pleurer. Il y a 15 ans, Geneviève donnait naissance à son 2e enfant. Mais juste après avoir accouché, ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s'était transformé en une terrible épreuve. Quand il est sorti, il avait la tête vers le sol. Donc je ne l'ai pas vu. Et c'est mon mari qui a assisté à l'accouchement qui l'a vu avant moi. Et dès qu'ils l'ont sorti, ils ont coupé le cordon et ils sont partis avec. Et quand vous l'avez vu de face la première fois ? J'ai eu un sentiment de répulsion. Ouais. Le bébé de Geneviève venait de naître avec une différence physique, une fente labiopalatine, communément appelée bec de lièvre. Et là, j'avais l'impression que j'avais fait un pulse, qu'il manquait une pièce. Sentiment de culpabilité, de dire j'ai raté quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, je fume pas, je bois pas, Ouais. Après la culpabilité était venue la honte. Geneviève n'assumait pas la différence de son enfant. Vous avez eu peur aussi des réactions des autres ? Oui. Déjà, à la maternité, pendant une semaine, j'ai pas pris le bain en nurserie, je lui prenais le bain dans la chambre. Je voulais voir personne. À ma famille, je l'ai annoncé que 2 jours après l'accouchement, quand j'avais bien fini de pleurer et d'encaisser le coup. Il a quel âge aujourd'hui ? 11 ans. Comment vous le vivez aujourd'hui ? J'ai toujours pas accepté. Quatre ans après l'émission, c'est chez elle, à Marseille, que nous retrouvons Geneviève. Tu as vu l'heure ? Qu'est-ce que tu fais encore ? Je me coiffe. Et ce jeune homme soucieux de sa coiffure, c'est son fils, Michael, aujourd'hui âgé de 15 ans. Ouais, tu prends bien soin de toi. Bah, je sais pas. Pour plaire aux filles, hein ? Bah ouais, aussi, c'est un peu le but. Depuis l'émission, Michael a subi sa 14e intervention. Des transformations qui ont fait de lui un jeune homme épanoui et extrêmement coquet. Ça me fait drôle de voir comme ça, tu as beaucoup changé. Il le faut. Physiquement, moralement. Ta différence, tu l'oublies en fait maintenant. Je peux pas l'oublier parce que depuis que je suis né c'est comme ça, mais on va dire je vais essayer de tourner la page. Ouais. Aujourd'hui, Michael assume pleinement son physique.
3 fois par semaine, sans se soucier du regard des autres, il fait son jogging aux côtés de Franck, son petit frère. On me regarde différemment. Avant, c'est pas comme si on me regardait vite. Enfin, on me regardait, mais pas comme les autres. Et en quoi le regard des gens a changé pour toi? Ben justement, avec ces opérations, ça me permet d'être, on va dire, un peu comme tout le monde. De dissimuler cette malformation. C'est trop beau. C'est magnifique. Ah, mon petit frérot. Plus sûr de lui, Mickaël s'intéresse aux filles. Récemment, il a rencontré Maëva, 16 ans et demi. Ça va? Tu m'as manqué. Merci, toi aussi. Bon, allez, viens, ma mère m'attend. Très amoureux, Mickaël ose pour la toute première fois présenter une petite amie à sa mère. Bonjour. Alors, maman, Maëva. Geneviève. Non. Enchantée. C'est un peu en retard. Moi, je suis contente de faire ta connaissance. Ah, moi aussi. Depuis le temps. C'est pareil. Il m'avait juste montré une photo de toi. Tu es la première qui me présente. Quoi. Et oui. Donc, c'est que Oui. je pense que voilà, tu comptes pour lui. Quoi. Et ça me fait vraiment plaisir de... Oui. Et en fait, par rapport à, on va dire, à cette différence qu'il a, Mickaël, ça t'a un peu choqué ou... Non, parce que je savais pas avant qu'il me le dise en fait. Et ah ouais, tu l'avais pas remarqué? Non, ça m'a pas remarqué du tout, ça m'a pas choqué. C'est un mec comme les autres, donc... Ouais, non, c'est sûr, ouais. Je l'aimerais quand même, parce que c'est pas pour son physique que je l'aime, c'est pour lui. Et voilà. Ouais, pour ce qu'il est. Ouais. Voilà. Je trouve qu'il a... Angel était très mature pour son âge, je trouve. Voilà, parce qu'il a morflé, on va dire, psychologiquement. Par où il est passé, souvent, j'aurais aimé prendre sa place. Quoi. Et vraiment, ça me fait plaisir que maintenant, on va dire que entre guillemets, tu prends le relais, que tu vas prendre un peu soin de lui. Quoi. Oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, ciao. Bon, rentrez bien. Et au plaisir. Allez, ciao. Mickaël qui nous a rejoint et sa maman Geneviève, on le voit dans le reportage, vous êtes devenu un jeune homme épanoui, très coquet. À quel moment avez-vous réussi à accepter votre différence? Début du collège, on va dire 6e, 5e. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, avant le collège, c'était pas les mêmes moqueries. En primaire, les jeunes ne sont pas très matures, donc tous ceux qui étaient différents de eux, on va dire ils étaient forcés de se moquer d'eux. Donc c'est au collège. Comment vous aviez vécu le fait que votre mère témoigne à l'époque sur notre plateau? Ça m'avait fait plaisir. Plaisir ou gêné ou les deux? Non, plaisir, parce que voilà, elle avait besoin de parler, de témoigner. Parce que bon, depuis que je suis né, elle a été avec moi durant toutes mes opérations, salle de réveil et tout. Elle a souffert avec moi durant mes 14 opérations. Donc bon, ça fait comme une éponge, elle absorbe. Et au bout des moments, faut que ça sorte et voilà. C'est mûr ça, de la part d'un garçon, de dire ça. Hein, parce qu'en fait, c'est vrai que bon, par rapport à il y a 4 ans, quand j'étais venue témoigner avec Jean-Luc, j'étais dans un état d'esprit où j'avais, voilà, comme il dit, beaucoup absorbé comme une éponge. J'avais trop pris sur moi. Et maintenant, je vois qu'il est, entre guillemets, heureux. Quoi. Donc, de le voir épanoui et heureux, je suis dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qui vous avait poussé à répondre à notre appel à témoins à l'époque? Ce qui m'avait interpellée, c'était le sujet. Parce que je trouve ça, voilà, on ne parle pas assez des enfants qui ont des particularités ou des défauts physiques. Quoi. Voilà. Vous aviez envie d'entendre d'autres parents dans la même situation, d'autres témoignages? Et ça m'a rassurée. Qui a su mettre des mots sur votre souffrance pendant l'émission? C'était Yvonne, la psychologue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit qui vous a marqué? Une citation de Françoise Dolto. Et elle avait dit « Ce ne sont pas les parents qui choisissent les enfants, ce sont les enfants qui choisissent les parents. » Voilà. Et elle avait dit que si à l'époque, je prenais ça comme une malédiction un peu mystique, il faut plutôt reconnaître ça comme un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu, on va dire. Après l'enregistrement, vous avez décidé d'écrire une lettre à votre fils. Elle disait quoi, cette lettre? C'était, il y a 2-3 ans, il était parti en colonie l'été. Et c'est vrai, quand on écrit, on n'a pas cette pudeur
du face-à-face. Donc je me suis un petit peu lâchée, quoi. Et je lui ai dit que, par rapport à ce qu'il avait, si j'aurais pu prendre sa place, parce que de le voir souffrir à chaque, on va dire, réveil, quoi, qu'il était sous morphine, parce qu'il ne s'est jamais plaint. Et dans ce courrier, je lui disais que c'était un petit garçon très fort, parce que les enfants ne manifestent pas leur douleur. Jamais ils se plaignent. Et je lui ai dit à quel point je l'aimais, quoi. Et vous l'admiriez? Oui, oui, oui. Alors à l'époque, Mickaël avait subi déjà 13 opérations pour réparer son visage. D'autres interventions ont été pratiquées par la suite? Pas mal? Après la 13e, il y en a eu une seule. D'accord, une seule. En quoi consistait-elle? C'était de la chirurgie esthétique réparatrice par rapport au nez, la rhinoplastie. Alors les médecins ont découvert que le bec de lièvre, votre bec de lièvre, était dû à une hérédité. Comment le sensibilisez-vous pour sa vie future, justement, par rapport à ce thème-là? Je lui ai tout expliqué en sachant que moi, c'était... Après, j'ai eu encore 2 autres enfants derrière, parce que j'en ai 5. Et il y a un traitement préventif qui existe, c'est de prendre de l'acide folique, donc 3 mois avant de tomber enceinte. Et lui, il a une forte probabilité d'avoir encore un enfant porteur de bec de lièvre. Voilà. Donc le jour où il décidera de faire un enfant, bon, il a le temps, c'est de faire une analyse génétique et de prendre, lui et son épouse, quoi, le traitement en prévention. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Que je suis fière de lui, de ce qu'il est devenu, et que je l'aime. Et vous, Mickaël, peut-être avez-vous envie de rendre hommage à votre maman? Que je l'aime aussi, que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Durant mes opérations, qu'elle a été là pour me soutenir, toujours été là pour mes 14, et j'espère que ça continuera. Voilà. Il y a de grandes chances. On va revenir à présent à l'histoire de Guy. Vous aviez témoigné, Guy, face à Jean-Luc Delarue le 26 septembre 2006 dans une émission sur le don d'organes. En quoi étiez-vous concerné par ce thème? Moi, j'étais venu parce que à l'époque, j'ai été greffé du cœur. Ça fait 16 ans, donc à 38 ans, j'ai fait un infarctus du myocarde et j'ai été greffé du cœur. Et j'ai perdu une fille qui était atteinte de mucoviscidose et qui attendait une greffe de poumon. Et à l'époque, j'avais mon autre fille, sa sœur jumelle, qui était en attente de greffe de poumon aussi. Donc j'étais concerné à triple titre du don d'organes. Eva n'avait pas pu être présente sur notre plateau à l'époque car elle s'attendait à être greffée à tout moment. Nous étions donc allés à sa rencontre. Votre fille a aujourd'hui accepté de nous ouvrir ses portes de nouveau. 7 ans plus tard, où en est-elle? A-t-elle enfin reçu la greffe que vous espériez tellement? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Le mot mort, pour elle, ça lui fait pas peur. Ça fait partie de son quotidien. Elle a perdu sa sœur, elle a perdu ses amis. En septembre 2006, Guy et Denise étaient venus sur notre plateau nous parler d'Eva, leur fille de 18 ans atteinte de la mucoviscidose. À quel moment la greffe s'est avérée nécessaire pour Eva? Il y a à peu près 1 an. Il y a urgence, c'est une greffe de quoi qu'elle attend exactement? Donc, des deux lobes pulmonaires, les deux poumons. 2 poumons. La jumelle d'Eva, Flora, était décédée de la même maladie 7 ans plus tôt, à l'âge de 11 ans. Comment elle vit l'attente de cette greffe au regard de ce qu'a vécu sa sœur? Elle culpabilise beaucoup. Qu'est-ce que vous lui dites pour la déculpabiliser? Que nous, on s'est battus pour elle jusqu'à maintenant, qu'elle n'a pas le droit de nous faire ça. On la culpabilise encore plus. Non, je crois qu'on ne pose pas trop de questions, quoi. On essaie de l'accompagner. On l'accompagne au quotidien. Tous les jours dans sa vie et de ne pas trop focaliser sur cette attente. En attente de greffe, Eva n'était pas sur le plateau. Elle était restée chez elle au cas où son téléphone sonnerait. Ça fait 9 mois que j'attends la greffe. C'est vrai qu'à chaque fois que mon téléphone sonne, j'ai le cœur qui bat à 200 parce que je me dis que c'est peut-être ça. J'ai l'oxygène constamment. La kinésithérapie quotidienne. Souffle. Les aérosols, c'est
assistance respiratoire pour dormir. L'oxygène, c'est ce tuyau que je mets dans le nez et qui m'envoie de l'air pour respirer. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je veux avoir la greffe pour, d'une part, montrer à la maladie qu'elle ne gagne pas à tous les coups et pour venger ma sœur et les personnes que j'ai perdues à cause de la mucoviscidose. 6 ans plus tard, nous retrouvons Eva, qui a été greffée quelques mois après l'émission. Aujourd'hui, c'est une jeune femme épanouie et en pleine santé. Lors de la première émission, j'ai un peu hésité au début parce que c'est vrai que c'est pas facile de se montrer à l'antenne. À l'époque, j'étais en attente de greffe, donc avec l'oxygène, de se voir diminuer, c'est pas facile non plus. Mais au final, j'ai accepté parce que premièrement, je voulais faire parler du don d'organes parce qu'on n'en parle pas assez, les gens sont pas assez au courant. Et deuxièmement, parce que je voulais montrer aux autres qu'il faut se battre jusqu'au bout et il faut surtout pas baisser les bras. Et cette émission m'a apporté plus d'espoir. L'envie d'aller jusqu'au bout et de dire oui à la greffe et d'arriver à cette nouvelle vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux pas faire, rien. Je peux tout faire. Même un 100 mètres, peut-être que là tout de suite ça serait difficile, mais avec un peu d'entraînement, bien sûr que j'y arriverai. Je peux tout faire, je peux partir en voyage loin, je peux tout faire. La greffe a carrément changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue à me battre. Je pense qu'en premier, c'est pour ma sœur. C'est une vengeance personnelle que j'avais. Et aujourd'hui, d'être en bonne santé, de vivre normalement, c'est encore mieux. Le courage et la volonté d'Eva ont forcé le respect de tous ses proches, et notamment de son père, Guy, et de sa cousine, Justine. Quelques jours après sa greffe, elle était donc en réanimation et nous sommes allés la voir avec toutes mes cousines et elle était sur son lit à l'hôpital. Elle venait de subir une greffe pulmonaire et elle avait son poste radio, elle dansait sur son lit et c'était les horaires, on ne pouvait pas y aller. Du coup, on était de l'autre côté de la fenêtre et jamais de la vie on aurait pu penser qu'elle venait de se faire greffer 2 poumons. C'est moi qui vais pleurer. Le maquillage, le maquillage. C'est pas évident de repenser à ces moments-là. Parce qu'il y a ce moment-là, mais il y a le moment où elle était avec tous les tuyaux. Et... Il y a eu plus en réel de moments difficiles que c'était le seul beau moment, quoi. On est soudés, mais c'est vraiment impressionnant. Et de m'imaginer sans elle, c'est impossible. Vraiment. C'est elle qui est malade, mais c'est elle qui donne c'est elle qui encourage les autres. Et je le dis souvent, c'est les gens qui ont passé par des moments difficiles, qui donnent la force aux autres pour pouvoir vivre normalement. C'est mon modèle, c'est vraiment un espoir, une force mentale, physique. Elle a mené un combat et elle mène toujours un combat contre la maladie. Et je pense que jusqu'à la fin, elle se battra pour elle, pour son entourage et pour tous les gens qui sont autour d'elle. Ce que je souhaite à Eva, c'est une longue vie, bien sûr. Et puis, fonder une famille, si elle peut aussi, ça c'est clair. Depuis sa greffe, Eva mène une vie normale et fait régulièrement du sport avec son père, Guy, qui lui aussi a été greffé, mais du cœur. Rotation à cervicale. Là, il faut bien expirer. C'est que c'est important pour tes poumons. 1, 2, 3. Devoir arriver à faire une activité physique, il n'y a même pas 10 ans, juste avant sa greffe, il y a 6 ans, c'était impensable. Eva a très bien réagi à sa greffe, mais elle est toujours atteinte de la mucoviscidose, une maladie génétique, et tous les 3 mois, elle est suivie à l'hôpital où elle passe des examens de contrôle. Bien sûr que c'est un lieu symbolique ici parce que ça a été ma post-greffe. Ça a toujours fait partie de ma vie, ça en fera toujours partie. Sauf que maintenant, c'est plus le même état d'esprit. Je viens plus dans les mêmes conditions. Physiquement, ça va, moralement, ça va. Donc on s'y fait et puis on fait avec. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec le professeur Martine Reynaud-Jobert, qui la suit depuis 10 ans.
vas bien? Ça va, oui. Alors? Ça y est, l'été, la forme? La forme, l'été. Je t'ausculte, on voit un peu, et puis après on voit pour le traitement. Hein. Allez, vas-y, assieds-toi. Vas-y, respire bien, Eva, s'il te plaît. Vas-y, tous. Comme ça. Ça va, c'est bien. Le professeur lui montre les résultats de cette toute dernière radio des poumons. Ils sont impeccables. Elle est parfaite, tu ne touches à rien. Je respire, on ne touche à rien. Elle est complètement sortie d'affaire de son affaire pulmonaire là actuellement, puisqu'elle vit normalement, mais au prix quand même d'un traitement qui est lourd. Alors c'est vrai qu'elle n'a plus la muco des poumons, c'est vrai, puisqu'elle a des poumons d'un donneur, qui n'est pas la muco. Elle a toujours une mucoviscidose. Elle a aussi une greffe, et puis voilà, après on vit avec tout ça, mais je crois que ça fait des gens qui sont beaucoup plus solides que beaucoup d'autres. Moi je dis toujours aussi, si j'avais pas la muco, j'aurais pas le caractère que j'ai, je serais pas la Eva que je suis aujourd'hui. Voilà, donc ça je crois qu'effectivement c'est une leçon qui nous donne tous. Les résultats des examens sont bons et l'avenir d'Eva s'éclaircit de jour en jour. Comment ça va? Chaudement, mais ça va. À 26 ans, la jeune fille pense à être maman. Pourtant, elle le sait, être enceinte pourrait mettre sa santé en danger. Bah, bien sûr que j'ai envie un jour d'avoir un enfant, maman. Mais je comprends que tu as envie d'avoir un enfant, mais tu sais les risques que tu cours. Bien sûr, mais j'ai envie de prendre le risque. Parce que c'est important pour moi d'être maman. Ah mais je peux le comprendre. C'est normal que tu y penses, que tu aies droit au bonheur. Personne d'autre que toi ne le mérite autant. Hein, mais c'est vrai que voilà, moi je me suis battue pour vous tenir à bout de bras, ta sœur et toi. Je suis heureuse que tu sois arrivée là où tu es maintenant. Et j'ai pas envie que tout soit remis dans la balance avec un enfant. Si moi, Martine, elle m'a donné le feu vert quand elle me dit que mon état de santé, ça va, c'est que oui, non, voilà, je fais confiance à mon médecin aussi. Je sais que je serai très surveillée aussi, très bien surveillée. Voilà. Je sais qu'elle a raison. Voilà. C'est une façon de vivre qui est la conséquence directe de son enfance, de ce qu'elle a vécu et de toutes les épreuves qu'elle a traversées surtout. Elle vit à 300% tout. Allez, Chine. Que tu sois la plus heureuse du monde. Je le suis déjà. Je crois. Eva qui nous a rejoint. D'abord, chapeau. Merci. Admiration totale. Vous êtes une jeune femme rayonnante aujourd'hui. Pour quelles raisons aviez-vous souhaité témoigner il y a 7 ans? Alors à l'époque, j'avais voulu témoigner parce que je voulais, comme je le dis dans le reportage, informer les gens sur le don d'organes, en parler. Et puis je voulais aussi être porteuse d'espoir pour les personnes malades, pas seulement de la mucoviscidose, mais toute autre maladie, pour montrer qu'il ne faut pas baisser les bras et se battre jusqu'au bout. Le chemin a été long avant d'arriver à la greffe. Racontez-nous. Oui, j'ai attendu 21 mois ma greffe. J'ai eu 3 appels. Donc le premier qui a vite été annulé au bout de 10 minutes. Le deuxième qui là par contre a été plus difficile parce que j'ai été appelée, je suis partie jusqu'à l'hôpital à Marseille, j'ai été préparée pour le bloc opératoire, j'ai dit au revoir à ma famille et puis arrivée aux portes du bloc, le chirurgien m'a dit que les poumons, l'équipe chirurgicale qui était partie prélever le greffon s'était aperçu que les poumons étaient abîmés. Donc ils ont préféré ne pas me les greffer. Donc ça a été annulé. Et puis le troisième appel qui était... C'est dur parce que c'est l'espoir et puis après il faut faire le deuil de cet espoir. Bien sûr. Bon, la première fois 10 minutes, j'ai pas eu le temps de vraiment réaliser. La deuxième fois était plus difficile parce que bien sûr j'y croyais et puis d'un coup tout s'effondre. Est-ce qu'il arrive un moment de votre maladie où la greffe était indispensable? Bien sûr. Quand on est mis sur liste d'attente pour la greffe, c'est vraiment que question vitale. C'est question vitale, voilà. Donc voilà, et le troisième appel qui a été le 2 juin 2007. Combien de temps après, le second? Après, ça a été
4 mois après le second appel. Donc c'est ça, pendant 4 mois, il faut vivre avec Voilà. une épée de Damoclès et C'est ça. s'accrocher à l'espoir que C'est pas la facile. greffe arrivera un jour ou l'autre. Oui, c'est ça. Et puis bon, là, au 3e appel, j'y crois plus trop. Enfin, je veux dire, je le prends plus à la légère. Bien sûr, je suis angoissée, excitée, stressée, un peu tout à la fois. Mais j'y vais sereinement. Au bloc, tout se passe bien jusqu'au moment où, quand je suis dans le bloc, les chirurgiens attendent l'appel de l'équipe qui est partie prélever le greffon pour dire que le greffon est bon. Et là, j'entends que c'est bon, on peut l'endormir. Donc je me dis, ça y est, c'est parti. Vous aviez quel âge au moment de l'opération? J'avais 20 ans. 20 ans. L'opération s'est bien passée, mais après, encore faut-il supporter la greffe? C'est ça. Donc là, on vous a greffé en l'occurrence 2 poumons. C'est ça, tout à fait. La greffe en elle-même s'est très bien passée. Le plus dur est le post-greffe, c'est-à-dire les jours qui suivent en réanimation, où il y a, enfin pas souvent, mais il peut y avoir des complications. Ça a été mon cas, 15 jours après ma greffe. Vous avez fait un rejet? Je n'ai pas fait. J'ai fait un petit rejet, on va dire, le rejet que tout le monde fait quelques jours après la greffe, mais les médecins sont bien préparés et de suite injectent énormément de cortisone pour enrayer ce rejet, donc ce qui s'est passé. Mais 15 jours après ma greffe, alors que j'étais en état de remonter en chambre, les médecins ont décidé de me garder le week-end en surveillance parce qu'il y a moins de monde dans le service. Et en fait, le samedi matin, à 6h du matin, j'ai ma suture du poumon droit qui a lâché. Donc j'ai fait une hémorragie avec un arrêt respiratoire et cardiaque. Et si je n'avais pas été en réanimation, les médecins n'auraient pas pu arriver à temps. Donc ils m'ont sauvée. Une deuxième fois. Vous êtes protégée, vous? Oui, je suis protégée, bien sûr. Vous avez un petit ange Je le gardien sais, oui. qui veille sur vous? Oui, j'en suis sûre. Peut-être votre sœur? Certains. C'est à elle que vous pensez, j'imagine? Bien sûr, c'est elle. Je sais que tout le long où j'ai été en réanimation, tous les coups ont été durs parce que, bien sûr, même si j'ai la rage et l'envie de me battre, il y a eu des moments où j'ai eu envie de me laisser aller parce que c'est pas facile. J'avais une petite voix à côté, un petit esprit qui était là et qui me disait « lâche pas ». Je savais que c'était elle qui était là. Comment on gère la culpabilité de vivre alors qu'elle est partie? Ça a été difficile, surtout le moment où moi j'ai eu besoin de cette greffe. Parce que c'est là que je me suis dit pourquoi moi je l'aurais alors que... Alors qu'elle n'a pas eu. Alors qu'elle n'a pas eu. Et puis j'ai fait un travail psychologique là-dessus. J'ai réussi à avancer et puis j'ai pris la chose autrement et je me suis dit cette greffe elle l'a pas eu, moi je l'aurais pour elle. Et alors là, j'imagine que vous vivez avec un double. À 200%. Tout en double. Je vis pour elle, je vis pour moi. Mais de toute façon, elle est en moi, donc elle fait partie de moi. Donc tout ce que je vis moi, elle le vit aussi à travers moi. 3 mois après votre greffe, vous avez fait une rencontre très importante dans votre combat contre la maladie. J'avais eu la chance avant ma greffe de rencontrer Grégory Le Marchal, avec qui je m'étais liée d'amitié. Et malheureusement, il est décédé 2 mois avant ma greffe. Lui n'a pas eu la chance d'avoir cette greffe. 3 mois après, sa maman m'a recontactée, Laurence. Et de là, on est resté en contact. Grâce à elle, j'ai pu participer à un trekking en Irlande sur 10 jours, qui était pour des greffés atteints de mucoviscidose. Et puis suite à ça, ils m'ont proposé, Pierre et Laurence Le Marchal, de faire partie du conseil d'administration de l'association Grégory Le Marchal. Donc j'ai accepté avec fierté et honneur. Et aujourd'hui, voilà, on se bat pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, pour tous ceux qui sont malades et qui attendent la greffe ou pas, et pour améliorer le quotidien dans les hôpitaux. Alors un mot là-dessus, sur cette nécessité de donner ses organes, cette nécessité de donner son sang et ses plaquettes pour ceux qui attendent dans les hôpitaux, notamment pendant les périodes estivales et bien sûr, c'est important. De vacances. Je pense que c'est important. Je suis pas là pour influencer les gens. Je comprends qu'il y en ait qui soient contre le don en général. Je veux juste parler pour informer parce que les gens sont pas assez au courant.
sur le don d'organes. Et je pense que souvent, quand on parle avec des personnes, je leur dis demain, si vous avez besoin ou si un proche à vous a besoin d'un don, ben oui, bien sûr, je le voudrais, ils me répondent. Je dis, mais si vous voulez recevoir, il faut savoir donner aussi en retour. Donc c'est vrai que ça interpelle. Et voilà, je pense que c'est le plus beau geste humain qu'on puisse faire sur Terre, une fois qu'on est mort, de pouvoir donner la vie à d'autres qui, eux, ont leur vie en suspens. Écoutez, vous êtes la plus belle ambassadrice de ce message qui puisse exister, en tout cas. Quels sont vos projets à présent? On a entendu les désirs d'enfant. Bien sûr, j'aimerais bien pouvoir fonder une famille et puis voyager, profiter de la vie. Vous avez trouvé un fiancé pour fonder une famille? J'ai quelqu'un depuis un certain temps avec qui tout se passe bien. Je suis heureuse, épanouie. On verra par la suite comment ça se passe. Regard du papa. Que du bonheur. Que du bonheur et... Il n'y a pas grand-chose à dire après ça, quoi. Je veux dire, c'est... Je suis d'accord. Alors, on va arrêter là. Merci en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous. Et bravo. Merci. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère qu'on vous accueillera à nouveau encore sur ce plateau avec peut-être d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer. Si d'ailleurs vous voulez vous renseigner dans l'optique de demander votre carte de donneur d'organes, rendez-vous sur Internet. Le site s'affiche en bas de votre écran. Je vais maintenant vous demander à tous les quatre de signer le grand livre de l'histoire continue. C'est vous, Michael, qui allez avoir l'honneur de le signer en premier. Merci à tous et à toutes de vos témoignages. Émission sensible aujourd'hui, sujet tabou. Merci d'avoir eu le courage de venir. Et merci à vous tous d'être revenus. Bon après-midi sur France 2. Merci. Didier est dans mon cœur, il est dans mon esprit, mais maintenant j'ai envie d'être deux. Pour oublier un amour perdu, elles se sont lancées dans une nouvelle histoire. Je me sentais blessée, non, tout me rappelait en fait mon ex. Il fallait que je parte loin et cette personne habitait loin de chez moi. Il était gentil, sympathique, je discutais bien avec lui. Il ressemblait beaucoup à Didier. C'était quelqu'un qui était plus âgé que moi et qui m'a sentie très fragile et qui s'est occupé de moi. Et leur nouveau compagnon est devenu en quelque sorte un homme pansement. Vous aviez des sentiments pour lui? Pas de suite, non. Je ne le voulais pas chez moi, je ne voulais pas un homme chez moi. Faire le deuil, c'est pas oublier l'autre. C'est vraiment faire en sorte qu'il occupe dans notre cœur une place qui ne nous empêche pas d'aimer à nouveau, d'aimer profondément. Mais ont-elles vraiment réussi à soigner leurs blessures amoureuses? J'ai repris confiance en moi. Il m'a permis aussi de me poser certaines questions. J'étais capable à nouveau de faire l'amour avec un autre homme que mon mari. Je me sentais belle, je me sentais apaisée. Vous êtes attachée à lui? Oui. Vous pensez à lui? Oui. Oh, dis donc, je sais pas ce qu'il vous faut, vous. Alors, c'est quoi l'amour?